Pas, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, dis la vérité, surtout si c'est ton pote, la vérité, le blesser c'est important. Dans une de ses lettres vertes adressées à Moïse Katumbi, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo nous a révélé de choses très intéressantes sur les activités minières de Moïse Katumbi dans l'espace du Grand Katanga. Certains faits qui font l'actualité aujourd'hui rappellent ces révélations du bâtonnier Jean-Claude Muyambo, jamais démenties jusqu'à ce jour, je rappelle, jamais démenties. Et nous pensons qu'ils peuvent éclairer l'opinion dans la bataille juridique que le même Moïse Katumbi mène contre la société MMG. Cette vidéo n'est qu'un début d'une longue série de révélations que nous mettons à l'appréciation du public afin de permettre à tout un chacun de se faire sa propre idée dans les tribunaux du peuple où chacun de nous est juge à sa manière. Nous laissons suivre avec une très grande attention. Bon appétit. Comme annoncé, le document ci-dessous est un extrait de l'intervention que M. Jean-Claude Muyambo avait faite devant les participants aux concertations nationales. Une copie de ce document, ainsi que des annexes auxquelles nous n'avons pas encore eu accès à ce jour, avait été déposée au bureau conjoint des concertations nationales. Sans préjuger, à ce stade, de l'authenticité des faits y rapportés, leur gravité nous a interpellés pour le soumettre au grand public afin que, le moment venu, les témoins de ces faits témoignent en toute indépendance pour le confirmer ou les infirmer afin de faire rentrer les Congolais dans leurs droits. Je me suis résolu de mettre à nu les magouilles du tout-puissant gouverneur du Katanga. C'est parce qu'en lui écrivant mes 15 lettres vertes qui constituent ma part de vérité, je pensais qu'il arrêterait de faire souffrir la population du Katanga, de manipuler l'opinion tant nationale qu'internationale et traiter de naïve la population katangaise en particulier et celle de la République démocratique du Congo tout entière. Ceci dit, et pour une bonne compréhension des faits, je préfère faire mention de son nom connu du grand public, Moïse Katumbi Chapwe, d'autant plus que l'homme est énigmatique et porte d'autres noms selon les circonstances et d'autres identités. En effet, son identité est très complexe. C'est ainsi que dans d'autres documents officiels, on l'appelle Moïse Katumbi Chapwe, Sariono, Moses Katumbi, tantôt Katumbi Moïse Danyano ou Danyano Katumbi. Il y a lieu de constater que les recours à ces doublons constituent une violation grave de la Constitution et de son serment. Qui est l'homme? 1.1 Son origine. Le personnage de Messier Moïse Katumbi est plus complexe que l'image des tribuns populistes et populaires qu'il affectionne pour bien endormir toute la population katangaise en particulier et de la République démocratique du Congo en général, comme dit Supra. Derrière ces apparences d'agneau et du grand sourire sportif, se cache à contrario un homme d'affaires avisé et qui prend ses semblables pour des ignorants, de vauriens et qui n'a aucune estime vis-à-vis de ses concitoyens. Et d'après son histoire, nous apprenons tous, ce dernier ne se gêne pas de les dire, à qui veut l'entendre qu'il est l'héritier d'une longue histoire familiale. Cependant, il vous appartient d'apprécier réellement après lecture de ces documents Si son demi-frère, M. Raphaël Katebe Katoto, s'est lancé dans les affaires, ce n'était pas de sa propre volonté. C'est puisque pendant la Deuxième République, la Gécamine alimentait la République d'Isaïr à l'époque à 75% et que les Katangais étaient pauvres sans moyens malgré la richesse de la province, situation que les Katangais continuent à vivre même présentement. Le président Mobutu, dans le but de créer une classe moyenne au Katanga qui lui était hostile, demanda qu'on lui présente quelques noms d'hommes d'affaires katangais. C'est à ce titre que certains noms lui seront présentés dans ce but, dont ceux de M. Katebe Katoto, M. Mawawa Samuel, M. Kabwebu Kazembe, etc. À cette époque,
Le président délégué général de la GECAMIN était l'ingénieur Gabriel Oumbakiamitala, à qui les services de sécurité vont transmettre les messages du président Mobutu. Monsieur Katebe a su ainsi s'imposer et créer son entreprise pendant la Deuxième République. Il contrôlait tout, de la politique à l'appareil judiciaire, et devint aussi entre-temps le président de l'équipe du tout-puissant Mazembe. Pour preuve de son pouvoir, M. Katebe, qui fut l'homme le plus fort du Katanga, pouvait faire nommer un magistrat et le faire révoquer à la minute. Il pouvait aider un commerçant à prendre de l'ascension ou le mettre en faillite. Il a ainsi créé son empire, jusqu'à ce que ses adversaires ne se sont pas laissés faire et il comprendra qu'il était temps qu'il puisse se retirer et alla s'installer en Belgique, à Bruges. Cependant, M. Moïse Katumbi, ayant vécu et évolué dans le système de M. Katebe, deviendra aussi président de l'équipe Corbeau de la 2e division qui était considérée comme pépinière de l'équipe de Mazembe. Et il profita de filière de son frère pour créer ses relations avec les agents de la GECAMIN. Ainsi, il commença aussi à livrer avec ses complices cadres de la GECAMIN de fournitures en désordre sans tenir compte de normes étatiques à gauche et à droite. L'exil de Moïse Katumbi Chapwe. Le 17 avril 1997, la ville de Lubumbashi tombe entre les mains de troupes de l'AFDEL, Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo. Monsieur Moïse Katumbi est inconnu en ce moment-là, il passe pour un affairiste. Et lorsque la ville de Lubumbashi tombe le 17 mai 1997, fait président Laurent Désiré Kabila cherche comment remédier à la souffrance du peuple congolais et eut l'idée de créer des cantines populaires. L'une des connaissances de Moïse Katumbi, qu'il avait connue lors d'un concert à l'hôtel Caravia, va intéresser celui-ci dans les dossiers de certaines populaires et autres affaires. Étant donné que M. Katebe était déjà parti en Belgique, M. Moïse Katumbi est devenu président du tout-puissant Mazembe, comme vice-président M. Edo Kassoum. À la tête de l'équipe, il prit l'initiative de créer un groupe de jeunes gens volontaires pour la mobilisation et qu'il l'a dénommé 100%. Pourquoi 100%? Ces jeunes gens devaient l'obéissance, loyauté, sacrifice et dévouement à lui et à l'équipe de tout-puissant Mazembe à 100%. Lorsqu'il y avait match de football, ils avaient l'obligation de chanter et d'animer du début jusqu'à la fin. Et comme M. Moïse Katumbi n'avait pas de moyens, il leur distribuait au début, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, des sachets de bonbons comme récompense à la fin du match. Les retours de l'exil de M. Moïse Katumbi Chapwe. Étant donné que M. Moïse Katumbi Chapwe n'avait plus de moyens de survie et que le président Chiluba venait de perdre des élections en Zambie, il est allé vivre dans une des villas de son demi-frère, M. Katebe à Saint-Anne en Afrique du Sud. Il va commencer à faire de va-et-vient entre l'Afrique du Sud et la Belgique. Et là, il va changer son identité. Il deviendra tantôt Sariono Moses Katumbi, tantôt Katumbi Moïse Danyano ou Danyano Katumbi pour faire passer ses transactions financières avec ses complices restés au pays qui travaillaient pour son compte à la GECAMIN. En République démocratique du Congo, entre-temps, M. Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila était convaincu. Il acceptait que M. Moïse Katumbi puisse retourner au pays. Il a eu à contacter des hommes d'affaires en Afrique du Sud et en Belgique s'ils pouvaient mettre des moyens afin qu'il rentre au pays. Mais personne ne crit en lui parce qu'il savait à qui ils avaient affaire. C'est ainsi qu'il contactait un homme d'affaires zambien, Meti, du nom de M. Postel, qui sera convaincu parce que Moïse Katumbi lui avait promis non seulement qu'on lui remettra 5 fois son argent qu'il aurait mis dans l'affaire, mais qu'il aurait en plus le monopole de la vente de maïs à la GECAMIN.
Mais ce poste, elle va louer un jet privé pour M. Moïse Katumbi qui va atterrir à l'aéroport international d'Indjil puis sera conduit chez les chefs de l'État. À son retour à Lubumbashi dans les mêmes conditions, une forte mobilisation des supporters de tout-puissant Mazembe de toutes les communautés katangaises était à l'aéroport. Il a imposé aux autorités ses desideratas pour son logement et le profit de garde du corps qu'il voulait. Et tout cela lui a été accordé parce qu'on pensait qu'on était en présence d'un homme qui avait beaucoup de moyens, un partenaire noble et riche. Moïse Katumbi, la Gécamine et ses dettes. Dès qu'il rentre ainsi avec pompe à Kinshasa comme à Lubumbashi, M. Moïse Katumbi impressionne toutes les autorités ainsi que la population. Il fait croire à n'importe qui qu'il avait de moyens. Il y a lieu de préciser que ses complices au sein de la Gécamine sont de hauts cadres qui vont mettre tout un plan en marche comme le démontrent les différents documents. Et pour piller la générale de carrière et de mines, Gécamine en sigle une entreprise minière de l'État. Par contre, dès qu'il est rentré à l'exil et aussitôt à Lubumbashi, M. Moïse Katumbi commence de manigancer auprès de la Gécamine et c'est confirmé par le rapport de l'ONG Réseau de lutte contre la corruption et la fraude, en sigle RELCOF. Dans son rapport, page 21, numéro 5, RELCOF, janvier 2005, RDC qui écrit « Éprouvé, la Gécamine assistera impuissante de la destruction de son outil de production. C'est la naissance d'une mafia qui va s'implanter solidairement dans la province. Des milliards de tonnes de cobalt, de cuivre et autres minéraux juteux vont prendre le chemin de l'exportation sans que le pays y trouve son compte. Pour essayer de sauver ce qui pourrait encore l'être, la Gécamine lancera des appels d'offres et signera de contrats en joint venture. Mais ni la province et encore moins le pays n'y tirera le moindre bénéfice. Par contre, son prétexte d'être un client insolvable, la Gécamine verra souvent ses produits saisis en Zambie pour contraire ses créanciers d'honorer pour leurs dettes. M. Raphaël KTB Katoto et M. Mono Kadilou feront ainsi partie de la longue liste de créations qui s'illustrera dans ces recouvrements forcés. Constaterez sur cette liste que le nom de M. Moïse Katumbi ne se retrouve pas comme créancier. Mais quel rôle a-t-il joué lorsqu'il est allé se réfugier en Zambie? Il a pris la petite sœur de la First Lady Vera de la Zambie en mariage et est devenu citoyen zambien et contactera son demi-frère, M. KTB Katoto, qui vivait déjà en Belgique pour être le lien familial pour tout transfert des créances que la Gécamine lui devait. Mais si KTB va accepter d'autant plus que son demi-frère avait déjà la nationalité zambienne. Mais M. Moïse Katumbi compte sur l'aide de ses complices qui travaillaient à la Gécamine pour l'informer du jour, de l'heure, de la date et à laquelle le camion devait traverser la frontière pour la Zambie. Ce sont ces hommes surnommés les complices de M. Moïse Katumbi qui l'ont aidé à mettre la Gécamine ainsi que la République démocratique du Congo à genoux. Contrairement au dire de M. Moïse Katumbi dans les documentaires Katanga Business, où il dit clairement que la Gécamine est à genoux à cause du président Mobutu. Et lui, quelle est sa part de responsabilité? En sa qualité de mari de la petite sœur de la First Lady Vera, tous les avantages lui sont accordés et fort de la confiance de M. KTB. Créancier de la Gécamine, M. Moïse Katumbi fera saisir les camions track transportant le minerai de produits Gécamine en Zambie à son profit étant donné que la créance KTB sur la Gécamine lui avait été cédée par ces derniers. Cette situation a créé une tension entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Des pourparlers pour décanter la situation seront engagés
entre les deux pays au plus haut niveau. Le président Laurent Désiré Kabila sera intraitable et comme les travailleurs menacés d'aller en grève, le président Laurent Désiré Kabila finira par décider d'envoyer à Lusaka une commission de médiation conduite par son conseiller spécial M. Kazadine Mbwe. Cette commission comprenait les ministres de la Justice Moïse Kongolo et le gouverneur de la province du Katanga M. Augustin Katumba Mwanké. La situation sera décomptée et les camions track de la GECAMIN seront libérés. Mais contre toute attente, lorsque M. Moïse Katumbi est rentré de son exil, et cela avec tout l'appui de la population de Lubumbashi, il va imposer à la GECAMIN cette vache nourricière. En considération de la situation actuelle de la GECAMIN, le groupe Chani qui lui appartenait a manifesté sa bonne compréhension et a concédé de revoir ce montant qu'il fixe désormais à $1,250,000 américains. Remplacement de la chargeuse. À ce qui concerne le montant de remplacement de la chargeuse, selon le groupe Chani, ce montant serait de $584,000 américains. GECAMIN reconnaît avoir reçu cette chargeuse en date du 25 août 2000 et l'a utilisée jusqu'en octobre 2000. Le prix de remplacement a été fixé de commun accord à $200,000 américains et la GECAMIN en devient propriétaire. Les modalités de paiement des montants ci-dessus convenues. Le procès-verbal a été fait et signé à Lubumbashi le 28 août 2003. Si réellement la GECAMIN devait une dette à M. Moïse Katumbi, rien ne l'indique dans ce procès-verbal et on sait d'où viennent les intérêts judiciaires. Mais par contre, c'était une façon officielle de permettre à M. Moïse Katumbi de piller au vieux su de tout le monde la GECAMIN. Conçu, M. Moïse Katumbi Tchapoué et ses comparses vont faire de montage financier et minier et vont céder à Moïse Katumbi la gestion du four T1 au nom d'une société fictive Alpha Metal pour lui permettre de récupérer ses créances imaginaires. Entre-temps, pour solder sa dette, la GECAMIN va lui concéder l'exploitation du four T1 et le mettra au nom de Alpha Metal avec une adresse en Afrique du Sud, une société fictive. À Monsieur l'administrateur directeur général de Alpha Overseas Inc. Ben Mort 2010 RSA fax 2.0027-11-784 85 14 numéro 2270-DT-2003 Lubumbashi le 20 août 2003. Objet, alimentation du four T1 1450 kVA de la FEP. Référence, V lettre du 4 août 2003 N lettre numéro 2233 DT 2003 du 28 juillet 2003. Monsieur l'administrateur, en réponse à votre lettre ci-haut référencée, nous prenons acte de son contenu et nous vous informons que la GECAMIN vient effectivement de signer un contrat pour l'alimentation du four T1 à minerai riche en cobalt et non pas un contrat de gestion du four concerné. Ce contrat a été prévu pour une durée de 4 mois et l'exploitation du four T1 sera faite par la GECAMIN indépendamment de 2 autres fours de 3000 kVA, TD et T3. Concernant la vente de produits issus du four T1 qui se fera aux conditions commerciales de la GECAMIN, telles qu'appliquées par notre direction commerciale, la GECAMIN ne voit aucun inconvénient à ce que Alpha Metal en soit les clients pour autant qu'ils répondent aux conditions exigées. Nous restons convaincus que seules les relations transparentes et harmonieuses peuvent contribuer efficacement à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés et ne manqueront pas de privilégier la concertation en toutes circonstances.
Veuillez agréer, Monsieur l'administrateur directeur général, l'expression de notre parfaite considération. Ainsi, toute production du cobalt produite au four T1 prend une destination inconnue. Et après avoir pillé et s'approprié la mine de Mbola, qui appartenait à M. Kabasile, en date du 6 juin 2006, tout le minerai extrait dans cette mine allait alimenter directement le four T1. Pour bien maquiller son forfait, M. Edmond Ambang de la direction des approvisionnements et transports va entrer en jeu pour faire toute une série de commandes dans les coques fins et grenailles, tuyaux métallurgiques 1 sur 2 pouces, tôle noire de 3 mm et des quantités énormes et à de prix exorbitants à une société Waverland Ltd 13 Commercial Road, Waterville en Afrique du Sud. Et qui réellement n'est qu'une société miroir de M. Moïse Katumbi, voire document en annexe. Car toute la transaction bancaire s'est passée à la banque belgolaise à Bruxelles. Le gouvernement sud-africain n'est pas en aucun cas accepté qu'une société sud-africaine puisse ouvrir un compte à l'étranger où les responsables de cette société vont toucher l'argent à la caisse des Belgolaises à Bruxelles, voire documents en annexe. Il est important de souligner que la société Waverland est inexistante. Mais par contre, à son adresse se retrouve un shop qui est une série de magasins qui vendent des matériels électroniques et qui signifie longueur d'onde. Waverland, qui opère des retraits à la banque belgolaise sans pour autant indiquer le nom de la personne qui reçoit l'argent pour les comptes de la société Waverland. Qu'en date du 3 septembre 2003, il est clairement établi qu'il y a eu un mouvement bancaire dans les 3 comptes bancaires, dont celui de la société Waverland, numéro du compte 603-10 51 676-46. Dans les comptes de Soriano Moses Katumbi, numéro de compte 603-47 30 282 Ces comptes, au 3 septembre 2003, avaient un déficit de 13 29 799 euros. Et au 12 septembre 2013, un déficit de 12 888 506 euros. Un deuxième compte au nom de Katumbi Moïse Danyano, dont les numéros de code est 603 13 10 52 38 2 13 73, et ces comptes en date du 3 septembre 2003 avaient un déficit d'un solde global de 745 416 euros. Et en date de 12 septembre 2003, ces comptes avaient un déficit de 855 255,91 euros. Comment pouvez-vous comprendre qu'une même personne avec 2 identités et 2 comptes différents fait-elle des transactions les mêmes jours et à la même banque, et une société fictive de Waverland puisse faire aussi des transactions à la même date et le même jour? Comme si cela ne suffisait pas, Moïse Katumbi va ouvrir un autre compte à la banque Bruxelles Lambert au nom de Danyano Katumbi Moïse, dont le numéro de compte est 210.043 24 98 27, avec une adresse sur avenue Maenge, numéro 8 à Lubumbashi. Et en date du 22 avril 2003, M. Danyano avait un compte déficitaire de 1827 091 $ américains. Et une lettre de rappel lui a été adressée pour qu'il régularise sa situation. La banque Bruxelles Lambert fait partie des groupes ING depuis 1998 et lors de la deuxième assemblée extraordinaire du 17 avril 2003, ses actionnaires ont modifié sa raison sociale à ING Belgique SA.
Étant donné que sa situation financière était toujours catastrophique, M. Katebe va lui écrire une lettre à partir de Bruges en Belgique. En date du 18 mars 2005, lui intima l'ordre de payer le solde du montant restant, soit $250 000. Et en date du 30 mars 2005, M. Raphaël va rappeler à M. Moïse Katumbi sa lettre du 18 mars 2005 restée sans suite, en les menaçant d'annuler simplement la transaction et considérer les acomptes comme un forfait locatif. M. Moïse Katumbi va prendre ce menace au sérieux et il va réfléchir de quelle manière sortir de ce bourbier. S'il est mis dehors de la villa numéro 22 de la ville de Lofa, ce serait une honte pour lui et risquerait d'être découvert, voire document en annexe. Et comme les élections prévues en 2006 pointaient à l'horizon, à date du 6 juin 2006, M. Moïse Katumbi va faire une descente dans la mine. Étant donné que M. Moïse Katumbi venait d'arracher la mine de Mbola qui appartenait à M. Kabasele, les opérateurs miniers ont eu une peur bleue pour s'opposer à lui. Ainsi, tout ce qu'il leur demandait lui était versé avec tout le moyen en sa possession. Il va passer comme maillot jaune aux législatives pour la circonscription de la ville de Lubumbashi. Ayant remarqué que ses ambitions ont réussi et que sa situation financière s'est beaucoup plus améliorée, il finira par convaincre les hauts cadres de son parti, le Parti pour la reconstruction et le développement PPRD en sigle, pour qu'il se présente comme candidat gouverneur de la province du Katanga. 2. L'instauration de la mafia. 2.1. Avant les élections de 2006. Si en 2004, les activités de cuivre et d'argent de la société Anvil Mining Limited sont tombées. En avril 2005, Anvil Mining acquiert la mine d'Nkulu en partenariat avec la Gécamine à Kolosi et rachète les droits d'un précédent partenaire, la société de M. José Demoura. Mais une dispute surgit avec un autre acquéreur, l'Indien Chemaf. Ils vont au tribunal. Moïse Katumbi Chapwe intervient pour arbitrer les litiges. Les intérêts miniers et politiques sont désormais exhibés au grand jour devant la place publique. Monsieur Moïse Katumbi devient l'arbitre des conflits miniers. Il juge en premier et dernier ressort selon le vent de ses intérêts. Et le gouverneur, dans le domaine des mines. Une fois devenu l'arbitre des conflits miniers et élu gouverneur de la province du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe va obliger la Gécamine à lui céder la mine de Kisevere, Chifufia et Nambulua. Dans les rapports du réseau de lutte contre la corruption et la fraude, publié en janvier 2005, à la page 21, la Recolf confirme que la mine de Kisevere était déjà occupée par Exaco, contrairement aux allégations de Moïse Katumbi publiées dans le documentaire Katanga Business, où il prétend qu'il cherchait une mine inoccupée et dont le nom commençait par la lettre K, et le bon Dieu va l'inspirer pour tomber sur la mine de Kinsevere. C'est de l'escroquerie au vrai sens du mot. Selon les rapports de la commission de révisitation des contrats miniers, il a été révélé. Et étant donné que Moïse Katumbi travaillait en sous-traitance avec Anvil Mining, étant donné qu'on a mis MCK dans la catégorie B, c'est-à-dire contrat à renégocier, AMCK SPRL Anvil Mining Kulu Concentrat Kisevere, contrat d'ammondiation entre Gécamine et MCK, entre parenthèses PE 528 et 539, du 8 décembre 2005, subrogation de MCK par AMCK, cession des droits amodiés à AMCK par MCK, faible pas des portes, entre parenthèses 5 millions de dollars américains par rapport à la valeur des réserves estimée à plus de 2 milliards de dollars américains, faible taux de loyer d'amodiation, avenant 2 au contrat d'amodiation, durée du contrat 25 ans excédant la période de validité non reçue de titres amodiés, confère article 178 alinéa 6 du code minier. Revoir à la hausse les pas des portes et le taux du loyer en tenant compte de la valeur du gisement. Exiger à
à MCK la réalisation des actions sociales, ramener la durée du contrat à la période de validité non issue des titres à modifier, article 178 du Code minier. En effet, incapable de répondre aux exigences de la mondiation obtenue sur les gisements, alors sous-évalué de qui s'évérait, Moïse Katumbi Chapwe va violer délibérément les lois de la République en subrogeant MCK par la multinationale Anvil Mining pour laquelle il est sous-traitant à Dikulushi. Une opération dénoncée fin 2006 par la presse internationale et plusieurs autres opérateurs. Comment Moïse Katumbi va-t-il jouer son jeu? Monsieur Moïse Katumbi crée la société MCK dont le directeur général est Monsieur Ignace Kitangu Mazemba, un ancien dirigeant de la GECAMIN. Les bonnes relations au sein de la société et la bénédiction des autorités font que la nouvelle société obtienne facilement 3 importants gisements miniers de l'État à Kisemvere, Chifufia et Nambulwa. C'est dans cette confusion que M. Moïse Katumbi Chapwe revend 70% de l'exploitation à Anvil Mining. L'association MCK Anvil est désormais AMCK. Anvil Mining paye à Katumbi 2,3 millions de dollars. De cette somme, 1 million devrait revenir à la GECAMIN en 3 tranches. 800 000 dollars à la ratification du contrat d'amodiation par le gouvernement, 100 000 dollars à la remise des gisements et 100 000 dollars 4 mois après le début des opérations. Pendant le restant de 25 années de location, la GECAMIN percevra des royalties de 1,75% variant entre 35 dollars et 70 dollars tonnes de cuivre. On retrouve les caractéristiques des contrats léonins. La GECAMIN est minorisée à l'extrême. Elle passe tour à tour de 100% de la propriété des gisements à 20% du capital pour finir avec une promesse de revenus de seulement 1,75%. De plus, la GECAMIN se contente d'un paiement de 1 million de dollars alors que proportionnellement Anvil Mining se paie 5,4 millions des avoirs du projet et que M. Moïse Katumbi obtient 1,3 million de dollars. En janvier 2007, M. Moïse Katumbi s'offre de vols internationaux en jet privé. Le 9 janvier, Anvil Mining annonce que les réserves minérales de la seule mine de Kisemvere sont augmentées de 450% et que la mine totalise désormais 1,6 million de tonnes de cuivre exploitables. Ces réserves sont immédiatement comptabilisées comme augmentation de la valeur de AMCK. Le lendemain, Anvil Mining acquiert 15% de part de M. Moïse Katumbi et Anvil Mining passe désormais à 95% dans le projet AMCK. Les 15% sont payés à M. Moïse Katumbi pour 45 millions de dollars, dont 36 en cash et 9 millions en titres boursiers. En quelques mois, Moïse Katumbi a gagné 61,3 millions de dollars. La GECAMIN et l'État propriétaire des gisements n'ont eu droit d'encaisser que 1 million. M. Moïse Katumbi devient ainsi, aux yeux de l'opinion tant nationale qu'internationale, le millionnaire congolais à la surprise générale de la population congolaise. M. Moïse Katumbi ne se gêne pas et il a eu à les déclarer dans le documentaire du cinéaste belge Thierry Michel, Katanga Business, 61 millions de dollars, c'est quoi? Une façon pour lui d'intimider ses adversaires pour leur faire croire qu'il est un héritier et qu'il manipulait jadis les millions. Voilà comment quelqu'un investi d'un mandat public croit être au-dessus de Dieu et du peuple congolais. J'espère pour une fois, le peuple est réuni en concertation devra lui demander des comptes et à tout le gouverneur se trouvant dans le même cas. Une fois installé dans son fauteuil de gouverneur du Katanga et après avoir prêté serment, M. Moïse Katumbi Chapwe convoque les opérateurs miniers et les intimide en bloquant toute exportation des minerais vers l'extérieur. S'il n'y en a pas,
des sociétés qui soutiennent son programme d'amélioration de la desserte en eau potable et en électricité, soi-disant pour les comptes de la population de la ville de Lubumbashi. Cette opération va lui procurer en moins d'une semaine plus de 30 millions de dollars américains qu'il va utiliser dans le cadre de ses business privés. Cependant, il va obliger à toutes les sociétés minières, pour qu'ils soient actionnaires ou par personne interposée ou par l'un des membres de sa famille, ou encore dans les cas où c'est très compliqué, qu'on lui donne les monopoles de sous-traitance ou des couvertures avec les engins Bell en provenance d'Australie, dont il est le représentant exclusif en République démocratique du Congo. Dans un rapport récent d'un élite de la ville de Lubumbashi, publié au mois de juin 2013, celui-ci démontre clairement comment la fraude et la corruption sont entretenues de façon formelle dans la politique. Gratification de ses collaborateurs mafieux. Monsieur Moïse Katumbi, devenu gouverneur de la province du Katanga, a été reconnaissant vis-à-vis de ses complices au cadre de la GECAMIN pour les aider à se retrouver. Ainsi, M. Nzenga Kongolo Kifi, administrateur directeur général de la GECAMIN, sera désigné président provincial de la majorité présidentielle. Kaswe Shimusoka, administrateur directeur technique à la GECAMIN, sera dans un premier temps son ministre provincial des infrastructures urbaines et transports et finalement envoyé à Kinshasa pour le même poste mais au niveau national. M. Edmond Bazabang, qui fut directeur de la direction des approvisionnements et transports et son ministre près le gouverneur, c'est le numéro 2 du gouvernement provincial sous le régime de M. Moïse Katumbi Chapwe. Et c'est Kitang Mazemba, ancien administrateur directeur général de la GECAMIN, était devenu administrateur gérant de la société. Chaque 100% qui travaille dans cette opération touche à la fin du mois $100. Il va commencer à imposer et à vendre obligatoirement de billets de match à des entreprises minières, de télécommunications pétrolières et autres. Un jour avant le match, on vous amène X billets pour X montant. Que vous envoyez ou non les gens afin d'assister au match, vous êtes assujetti au paiement et si vous ne vous exécutez pas, il bloque vos activités. C'est ainsi qu'il a compris qu'il devrait obliger les entreprises minières et autres à sponsoriser l'équipe tout-puissant Mazembe. Par exemple, si Samsung sponsorise une équipe de football comme le FC Chelsea, cela voudrait dire que Samsung s'attend à ce que le supporter de cette équipe consomme ses produits. Comment expliquer une société minière ou une société pétrolière pour lequel aider la population locale est une obligation sociale et légale puisse aider seulement l'équipe de Mazembe et de montants allant jusqu'au plus d'1 million de dollars. Est-ce pendant que la population n'a ni eau, ni soins de santé, ni électricité et cela se dépend avec de sociétés européennes, françaises, belges et autres pour les intérêts d'un seul individu. Et pour signer ce genre de contrat de sponsoring, c'est son épouse qui signe pour le compte de tout-puissant Mazembe. Et là, elle n'est plus Karine Katumbi, mais devient Karine Neayo. Dans un article publié par Céline Batiki, se référant au documentaire Le tout-puissant Mazembe du français Lionel Boisseau, Lamine Diaye, coach franco-sénégalais, s'étonne que le 100% s'entraîne même physiquement. Et d'ajouter, ça n'existe dans aucun autre club au monde. 3. Mode d'opération vis-à-vis de ses adversaires. 3.1 vis-à-vis de ses adversaires politiques.
Devenu gouverneur de la province du Katanga grâce à l'appui de députés de son parti politique le PPRD, Moïse Katumbi s'est retourné tout d'abord contre le membre de son parti qui était sur la même liste que lui et considère toute personne qui s'oppose à lui non pas adversaire politique, mais plutôt ennemi qu'il faut détruire par tous les moyens. Il a dit tout haut à tous celui qui veut l'entendre que s'il est passé comme député de la ville de Lubumbashi, c'est à cause de fanatiques de Mazembe. Ainsi, toute personne qui ose lever son doigt, qu'il soit politicien, commerçant, homme d'affaires et que sais-je encore, pour critiquer les agissements, les comportements, la gestion du gouverneur, reçoit en retour les châtiments sévères du tout-puissant gouverneur de la province du Katanga. Les affaires de Moïse Katumbi bénéficient du traitement réservé aux intouchables. Par exemple, au service du péage, où la rétrocession de l'argent est gérée en secret d'État par celui qui a traité ses prédécesseurs de pauvres et détourneurs. La télévision nationale RTNC Katanga ainsi que sa télévision privée Nyota TV diffusent des images de violence et de haine des fanatiques drogués et manipulés contre ses adversaires. À titre illustratif, ces camions-trucs appelés Hakuna Matata qui transportent le minerai du Katanga vers l'extérieur traversent la frontière et vont directement dans l'ancien garage Renault au croisement des avenues Tabora et Mamayemo ou à ces autres entrepôts situés au croisement des avenues industrielles et Maenga ou directement chez l'importateur. La personne qui ose dénoncer ce genre de trafic subit une correction digne de son nom. L'évêque Pierre-Honoré Kazadi Lukonda Ngoube a estimé, en tant que serviteur de Dieu, qu'il avait une lourde mission, celle de veiller le peuple en leur enseignant la parole de Dieu, en les préparant pour le salut et la vie éternelle. Ainsi, il s'est permis au nom de la population démunie, appauvrie de la province du Katanga, de dénoncer les trafics et l'exploitation frauduleuse de l'uranium, l'exploitation de pauvres creuseurs sans protection et mesures préventives de sécurité, etc. Et le tout-puissant gouverneur de la province du Katanga va décider d'en finir avec lui. Il ira chez l'infortuné avec des policiers à 1h du matin. Ils vont pénétrer dans sa parcelle. Les chiens seront abattus à bout portant, la porte de la maison enfoncée. Monseigneur Ngoube sera arrêté et amené auprès des services de sécurité où il va passer plusieurs jours. Une fois libéré, il a toujours pris son courage de dénoncer les comportements mafieux du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Par ailleurs, dans un document intitulé « Homicide des frères et sœurs Katangais », un jugement attend tous les trafiquants de l'uranium. Les prélats protestants s'insurgent contre les décisions créant et annulant les rôles de la brigade antifraude à Lubumbashi par les gouvernements provinciaux de Moïse Katumbi. Et le 16 novembre 2007, une enquête sera menée par les députés. Terminés, dont la plupart des Chinois et des Indiens qui ont installé de forts artisanaux, puis s'attaquent à eux, soi-disant qu'ils polluent les nappes phréatiques et leur interdit l'exportation de minerais bruts. Au même moment, il favorise des sociétés minières où il est actionnaire ou partenaire par la sous-traitance. Souvent, lorsqu'une société minière n'accepte pas que M. Moïse Katumbi ou un membre de sa famille ou un proche à lui ne soit pas actionnaire, il utilise la pression de creuseurs artisanaux. Et ces derniers vont s'installer dans la concession pour creuser les minéraux. Et pour les déloger,
La dite société sera contrainte d'accepter la proposition du gouverneur afin que le calme revienne. Il favorise d'autres commerçants, surtout les importateurs de poissons chanchards communément appelés piodis, en leur facilitant la fraude douanière afin de vendre leurs produits hors prix concurrentiel. Ainsi, il a ouvert plusieurs restaurants pour combattre ses concurrents et pour flatter la clientèle VIP. Les cérémonies et les buffets officiels sont organisés dans ces restaurants. Au mois de janvier et mars 2013, il a empêché d'autres opérateurs économiques d'importer de la farine de maïs tant que son stock à lui n'était pas encore épuisé. Il a obligé les propriétaires des grandes surfaces de réhabiliter les écoles de la ville de Lubumbashi, malgré que la réhabilitation de ces écoles est prévue dans le budget du gouvernement provincial. Les députés provinciaux qui ont osé dénoncer ces magouilles et détournements de fonds ont été copieusement corrigés. Malgré des plaintes à la justice, M. Moïse Katumbi est resté fort vis-à-vis de la population. La classe moyenne katangaise dont a rêvé Mobutu n'existe plus. Tous ceux qui ne sont pas avec lui sont traqués jusqu'à abandonner leur projet. La souffrance de la population ne lui dit absolument rien. À titre illustratif, dès que la saison sèche commence dans la ville de Lubumbashi, beaucoup de jeunes gens, pour subvenir à leurs besoins, ont coutume de fabriquer des briques cuites. Cependant, le tout-puissant gouverneur vient de construire une briqueterie et pour qu'il garde le monopole de vente de briques cuites, il a envoyé des policiers arracher des moules à cette pauvre population. Et quand il a envie un terrain, il ne cherche même pas à négocier, il arrache par la force. La population du quartier CRAA dans la ville de Lubumbashi a eu à souffrir pendant plusieurs mois. La population du village Kassangiri s'est vue réveillée à 4 heures du matin pour assister impuissamment à la destruction de son village par les policiers, par le seul motif que le tout-puissant gouverneur voulait s'emparer de leur terrain ou village. Par-ci par-là, et fait des dons à gauche à droite. Il fait croire qu'il a acheté des bis pour les étudiants de Lubumbashi. Cependant, les recettes des transports sont versées pour son compte. L'homme sait ce qu'il fait, puisqu'il sait à quel moment endormir le peuple. L'exploit du tout-puissant gouverneur de la province du Katanga a traversé les limites de sa province. Ainsi, à travers toutes les provinces, les gens parlaient de la bienfaisance de M. Moïse Katumbi, les Katangais. À Goma, une ville située à l'est de la République démocratique du Congo, il donne 150 000 $ pour un stade qui manquait la pelouse. À Mbujimaï, son nom circule comme un petit pan. À Kananga et à Kisangani, mêmement. Dans un rapport du Centre de droits de l'homme CDH, une organisation de défense des droits de l'homme œuvrant au Katanga que j'ai eu aussi à diriger, a dénoncé publiquement l'interférence du gouverneur Moïse Katumbi dans le décision judiciaire. Le CDH s'est appuyé sur un conflit foncier qui oppose la régie des eaux, régie des distributions d'eau, à la famille Carréré. Un arrêt de la cour d'appel de Lubumbashi selon cette ONG avait reconnu cette famille comme propriétaire de la concession Carrélé où est installée la station de distribution d'eau de Régie des eaux. Le gouverneur Katumbi s'est interposé pour que l'arrêt rendu par cette cour ne soit exécuté. Source radio-okapi.net le 13 octobre 2009. Pourquoi a-t-il voulu polluer le bien de la famille Carréré? La raison est simple. Il a eu à dépenser beaucoup d'argent pour le projet de captage d'eau de Luano qui n'a pas abouti à de résultats concrets. Car ces projets devraient alimentation en eau toute la ville de Lubumbashi. La nappe d'eau, contrairement aux estimations, produisent moins. Et les 2 machines acquises sur fonds propres du gouvernement provincial, sans compter l'aide des opérateurs miniers, avaient coûté trop cher. Dans un article publié par la presse internationale
intitulé Katanga Big Boss, du jour le soir par Colette Braekman. Le 7 mai 2009, Moïse Katumbi déclare tout haut: moi, c'est le peuple que je vais corrompre. Je vais répondre aux besoins de mes électeurs, tenir mes propos. Le peuple est déjà aveugle parce qu'il accepte tout ce qu'il fait, mais commence déjà à se réveiller doucement. Vis-à-vis des autres clubs de football. Dans la ville de Lubumbashi, et cela depuis plusieurs années, les clubs de Tout-Puissant Mazembe et celui du FC Le Popo sont parmi les meilleurs de la ville. Voulant diminuer sensiblement et mettre à terre l'équipe de FC Le Popo, Moïse Katumbi s'est attaqué dans un premier temps à toute personne qui voulait être présent de l'équipe de Le Popo, ou, dès que la personne s'entêtait, il utilisait des moyens mafieux pour les détruire. C'est le cas de l'honorable Nazem Nazembe, l'honorable Faustin, etc., etc. Dans sa campagne de vouloir anéantir l'équipe adverse du FC Le Popo, il est allé plus loin jusqu'à écraser les supporters de ces clubs qui lui tenaient tête ou qui l'insultaient au stade. Ainsi, pour intimider les supporters de Le Popo Saint-Eloi, il va faire arrêter un grand supporter de Le Popo répondant au nom de M. Minga. Ces derniers Sur le plan local et national, il utilise la presse pour vilipender ses concurrents potentiels ou toute personne qui ose s'attaquer ou dénoncer tout ce qu'il fait d'illégal dans la province du Katanga. Et pour cela, il fallait une presse à sa solde. Ainsi, il a mis en place un système de corruption à Lubumbashi et à Kinshasa. Pour la presse écrite, la manne qui vient du gouverneur varie entre 1000 et 2500 $. Pour la presse audiovisuelle, chaque télévision à sa solde touche au minimum 5000 $ le mois. Sur le plan local, vous comprendrez que dans l'état où se trouve la presse au Katanga ou ailleurs dans les pays, cette manne qui tombe soi-disant du ciel pour les aider est destinée à acheter leur conscience et leur silence sur tous les actes illégaux et autres que Moïse Katumbi commet au Katanga. Ainsi, vous verrez les journalistes même de la chaîne publique, la radio-télévision nationale congolaise Katanga, inciter à la haine tribale, à la violence contre toute personne qui ose dénoncer sa mauvaise gestion. Sur le plan national, le montant pour la presse écrite et audiovisuelle, voire les responsables de la chaîne publique varie entre 10 000 et 20 000 $. Et toute personne qui ose critiquer ou dénoncer les comportements mafieux de M. Moïse Katumbi reçoit un chapelet d'insultes, de propos déshonorants et désobligeants pour le faire taire. Et cette personne ne jouit même pas de son droit de réponse qui est régi par le texte légaux de la République. Sur le plan international, M. Moïse Katumbi achète des publi-reportages dans les revues et journaux pour qu'on améliore son image de marque avec des interviews et qu'on démontre qu'il est réellement le sauveur de la population katangaise. Et lorsqu'un article est publié dans la presse ou dans une revue internationale, il achète plusieurs exemplaires afin de le distribuer gratuitement dans toute la province. Tandis que quand l'article publié ne l'est pas en faveur, il achète plusieurs exemplaires qu'il destine à la destruction. Le dernier cas est le film documentaire du cinéaste belge Thierry Michel intitulé « L'irrésistible Moïse Katumbi » a été combattu par M. Moïse Katumbi pour sa sortie en Belgique et partout ailleurs. La population de la ville de Lubumbashi était estomaquée de constater que les mêmes personnes qui ont fait des déclarations librement sur la gestion, journalistes et activistes de droits de l'homme, calamiteuses du gouverneur de la province du Katanga, puissent se redire après la sortie officielle du documentaire du cinéaste belge Thierry Michel. Il n'y a que le sourd qui ne peuvent rien entendre.
et quelques-uns des intervenants ont eu le culot de promettre engager de poursuites judiciaires contre le cinéaste belge Thierry Michel et d'autres à le menacer officiellement. Bref, plusieurs organes de presse écrites, audiovisuels font ainsi allégeance au tout-puissant gouverneur de la province du Katanga. Et il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir. Et ceci risque d'être considéré comme la colonisation d'une population par une personne. La presse acquise à sa cause au Katanga et dans la capitale Kinshasa présente M. Moïse Katumbi comme un homme honnête, plein de bonté, humble, assoiffé de justice. C'est l'apologie d'un homme qui s'y considère comme Dieu le Père, Godfather, pour la population du Katanga. Pourquoi la population katangaise comprend maintenant? Parce que le tout-puissant gouverneur de la province du Katanga les a affamés et leur a fait manger de la farine avariée à partir du mois de février jusqu'à avril 2013. À titre illustratif, pour faire sensation en République démocratique du Congo, Congo News, moyennant des miettes, publié en date du lundi 16 septembre 2013, un grand titre. Réunion secrète à Elaïs, complot, la tête de Moïse Katumbi mise à prix à l'insu de Kabila. Et de même, un autre journal à sa solde, Le Potentiel, écrit aussi Moïse Katumbi Chapwe, cible d'une cabale. Quelle honte pour ces deux journaux de mon pays qui sacrifient l'objectif et la déontologie professionnelle. 5. Conclusion. Malgré les différentes identités dont Moïse Katumbi Chapwe ou Chapwe Sariono Moses Katumbi, Katumbi Moïse Danyano, Danyano Katumbi Moïse, c'est la même personne qui, profitant de la pauvreté, de l'inconscience, de la naïveté, de l'ignorance et de la bonne foi de tout un peuple pour le faire croire qu'il était millionnaire au moment où réellement il était endetté jusqu'au cou. Avec des procédés de rackettage, d'intimidation, de menaces de mort, de pillages, de détournement, de blanchissement d'argent, d'incitation à la haine tribale et à la violence, de fraude douanière, de faux et usage de faux, système d'ingérence dans la justice, non-respect aux valeurs humaines, de la corruption à ciel ouvert dans son système, l'homme est devenu soi-disant le plus riche de la République démocratique du Congo et voire de la planète et se fait respecter par des hommes crédibles et d'une intégrité morale irréprochable au pays comme à l'étranger. Il est important de souligner qu'avec la mafia et la corruption, M. Moïse Katumbi utilise des personnalités politiques congolaises et étrangères pour améliorer son image et de bien maquiller ainsi l'origine de sa fortune. La vérité finira par triompher et la justice rendue par le peuple afin de mettre fin à cette escroquerie du siècle, au moins pour la République démocratique du Congo. Jean-Claude Mouyambo. Ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité. La vérité. Dis la vérité. La vérité. Surtout si c'est ton pote. La vérité. Le blesser c'est important. La vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. T'avais même pas commencé ton album, tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes, on dirait bien que personne n'était prêt.